Donc, bonsoir à tous. Nous commençons notre réunion publique sur ce projet d'aménagement des pôles enfance, culture, loisirs sur le périmètre des écoles. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, déjà des petites précisions. Donc, en fait, là, on a une réunion publique, donc on a refusé du monde tellement il y a deux mondes. Non, donc en fait, il y a une petite dizaine de personnes ici et j'espère que vous êtes nombreux derrière votre poste. L'idée, c'était qu'effectivement, on puisse diffuser le plus largement possible les informations qu'on a à vous donner sur ce projet-là. Et donc, on va rester, il y a un micro qui est ici, et les intervenants resteront près du micro, ce qui permet à la fois d'être face à vous, de discuter, et à la fois la caméra diffuse en médaillon nos têtes, mais surtout diffuse la présentation. Alors, on a fait, et on trouve ça assez intéressant de faire une retransmission en direct, et en même temps c'est enregistré, donc c'est disponible pour la suite pour les gens qui ne seraient pas disponibles ce soir. Ça permet également de résoudre ce problème de passe sanitaire que les uns veulent, les autres ne veulent pas. Et du coup, chez soi, on n'a pas besoin de passe sanitaire pour participer à la réunion. Mais malgré tout, ce n'est pas un simple... derrière vos ordinateurs, vous avez le choix aussi et le droit de pouvoir intervenir et de poser des questions, puisque donc vous avez le chat en ligne, et donc n'hésitez pas à poser des questions. On s'arrêtera de temps en temps, on regardera s'il y a des questions et on y répondra en direct. Voilà pour la partie pratique. Et si vous, dans la salle, vous avez des questions, il faudra les exprimer bien fort, que les gens derrière leur ordinateur puissent entendre. Ou sinon, avant d'y répondre, on reformulera votre question. Voilà pour les aspects techniques. Donc, en fait, en ce qui concerne le contenu, déjà, nous sommes ici avec... les personnes de CPO, les mètres carrés heureux, qui interviendront tout à l'heure, donc Dominique Ingold et Gaëtan Born, qui interviendront surtout sur la deuxième partie de la présentation. On va passer au slide suivant, si vous voulez bien. Donc en fait, le slide va vous présenter le sommaire. Donc, nous parlerons du périmètre du projet. Ce qui est très important, c'est pourquoi on fait ce projet, quels sont les objectifs et le scénario retenu. Scénario retenu, c'est l'implantation et c'est les choix qui ont été faits en termes d'orientation pour répondre aux besoins. Voilà. Et donc, et la deuxième partie, ce sera la consultation, puisque là, on a défini le cahier des charges, donc qui s'appelle le programme technique et fonctionnel, très détaillé. Et du coup, on va vous dire où on en est, puisqu'on lance un concours d'architectes pour pouvoir réaliser ce programme. Et on vous donnera un peu de visibilité sur la suite des opérations. Suivant. Donc, le périmètre du projet. Donc, le périmètre du projet, ça va arriver. Un petit délai dans la présentation. Voilà. Donc, le périmètre du projet, vous le connaissez tous, mais il est bien de le rappeler. Donc, en fait, côté ouest, vous allez ça inclut le parking de la Fontaine. Et côté est, ça va jusqu'aux nouveaux logements qui se construisent au bout du parking des remparts à l'entrée des écoles. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce périmètre? Eh bien, nous avons la bibliothèque, la restauration scolaire, les écoles élémentaires et maternelles. Vous avez la mairie, la cour, bien sûr, et puis le local commercial qui est utilisé aujourd'hui par la société Epsilon.
Et puis, au niveau -2 de la cour de l'école maternelle, vous avez les services techniques. Donc ça, c'est le périmètre sur lequel, c'était la contrainte du projet, sur lequel comment on peut répondre aux besoins sur ce périmètre. Sur ce périmètre-ci, et c'est important, on le verra après dans l'implantation, c'est important de bien avoir en tête jusqu'où on peut aller. Et j'ajoute que ce périmètre-là, ce sont des terrains communaux, puisque sur la partie ouest, le local commercial a été acquis par la commune il y a quelques années. Donc le rappel des objectifs. C'est important. Alors, c'est adapter les équipements communaux aux besoins actuels et futurs pour faire face à la croissance de la population. Donc, en fait, on a une population qui se développe, on a un certain nombre de projets d'urbanisme. On a un PLU qui prévoit des logements aidés, donc l'apport de nouvelles familles et donc des jeunes parents qui peuvent avoir des enfants à l'école. Et donc, du coup, compte tenu de tous ces projets-là et de l'évolution de la démographie de la commune, on a un manque d'équipement actuel. On a un manque d'équipement immédiat, c'est-à-dire que l'école, toutes les classes, il n'y a plus de classes nouvelles. La restauration scolaire, alors en plus en période de Covid, c'est encore plus compliqué, mais on ne peut pas pousser les murs. Et là, on a vraiment des difficultés. Et on n'a pas de salle dédiée pour le périscolaire. Donc en fait, il fallait absolument lancer un projet école pour répondre aux besoins urgents qu'on a aujourd'hui, mais aussi pour anticiper la suite, anticiper toutes ces constructions. Et c'est un projet là qu'on a imaginé, on va dire, pour 30 ans. Pourquoi pour 30 ans? Parce qu'en fait, il faut que dans tout ce qu'on a imaginé, c'était, il y a la collecte des besoins immédiats, mais comment ça va se développer et comment faire évoluer le projet au fur et à mesure du développement de la commune. Il ne s'agit pas de construire des infrastructures pour une population dans 30 ans, il s'agit de construire des infrastructures pour une population de maintenant et plus 5 ans, 10 ans, et que ce projet-là soit évolutif pour qu'il réponde dans une configuration dans 30 ans. Voilà l'état d'esprit. Donc, créer des surfaces supplémentaires, donc je l'ai dit. Alors, il y a aussi la question de la crèche. On s'est dit, c'est un pôle enfance, petite enfance, ça a du sens, plutôt que cette crèche-là soit isolée dans le centre du village. En plus, elle est dans des locaux qui sont assez exigus, qu'il faudrait rénover. Donc, ça a du sens de la rapprocher du pôle, donc rapprocher le pôle petite enfance du pôle enfance. Et donc, ça permettrait en plus d'agrandir la capacité et de passer de 12 à 18 places, 18 berceaux pour cette crèche. Donc, en fait, on l'a intégré aussi dans ce projet-là. Ben, il n'y a pas que l'école, hein. Il y a aussi la bibliothèque qui est déjà petite, même si elle n'est pas très, très ancienne. Et donc, on en profite pour agrandir la bibliothèque, parce que là, il y a aussi un besoin. Et il y a un vrai besoin des services techniques, puisqu'aujourd'hui, on a des services techniques, je vous l'ai dit, qui sont au -2 de l'école maternelle, mais la capacité de stockage est insuffisante. Donc, en fait, il y a des locaux à droite à gauche qui servent pour entreposer du matériel. Le tout, c'est de ramener tout en un seul lieu et d'avoir la capacité de ce stockage. Donc, en même temps, c'est d'étendre cette capacité-là. Les espaces extérieurs, très important. Donc, on parle d'espaces extérieurs dans le périmètre école, pour l'école périscolaire, mais on parle aussi d'espaces extérieurs juste aux abords.
et notamment en termes de jardin public. Et donc, la fin, je vous en ai parlé sur les 30 ans et sur l'importance d'avoir un projet évolutif. Donc voilà les objectifs de ce projet-là. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a de nombreux utilisateurs. Et donc, en fait, c'est comment on s'y est pris pour essayer de répondre à ces objectifs. Donc, il y a déjà une première phase d'identification des besoins. Très important. On ne dit pas, bah, tiens, combien on a de budget, on va faire ça. Non, c'est de quoi on a besoin et après, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on le fasse pour pouvoir le faire. Donc, en fait, identifier les besoins pour définir la solution et à la fois, je vous l'ai dit, répondre aux besoins immédiats qui sont urgents, encore une fois, puisque, en fait, là, on se débrouille aujourd'hui. On se débrouille, ça veut dire que bah, cette salle, la salle du conseil, on l'utilise pour le périscolaire le midi, parce qu'il n'y a pas assez de salles. Donc, en fait, il va falloir se débrouiller jusqu'à la fin de la construction de ces travaux-là, mais à la fois, on fait quelque chose, un vrai investissement. On aurait pu poser des algécos ou construire à droite à gauche une petite cabane qui permettait de donner un local dédié au périscolaire, mais ce n'était pas durable. Donc, en fait, on préfère se débrouiller pendant 2 ans, 3 ans pour après avoir quelque chose qui réponde complètement aux besoins. Impliquer, concerter, informer, c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on fait pour tous les projets à toutes les étapes. Et donc, ce soir, c'est un exemple. Et donc, toutes les parties prenantes ont été sollicitées pour exprimer leurs besoins. Exprimer leurs besoins dans l'exercice de leurs fonctions et exprimer leurs besoins en termes de flux, en termes de déplacement. Ce n'est pas juste il nous faut telle pièce, telle superficie, mais c'est voilà nous comment on doit travailler et voilà les interactions qu'on peut avoir avec les autres locaux et avec les autres entités. Donc, pour info, effectivement, on a fait 4 rencontres sur ce projet-là, ce projet qu'on a initié en tout début 2021. Et donc, on a déjà fait 4 rencontres, mars, avril, juillet et décembre, et c'est une rencontre sous forme d'atelier de concertation. Et donc, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir s'engager, nous, on avait bien des idées sur les besoins, mais on voulait que ce soit structuré et on voulait qu'on ait un programme, comme je vous l'ai dit, fonctionnel et détaillé de façon professionnelle. Donc, nous avons fait appel à une mission de programmation, un programmiste, le cabinet CPO, pour pouvoir mener à bien toute cette étape-là. Donc, pour le recensement des besoins, la rencontre des parties prenantes, les propositions d'orientation et pour la validation des scénarios. Donc, on est arrivé à un cahier des charges et c'est là où, effectivement, on va passer à la phase, maintenant qu'on a ce cahier des charges, on fait le concours d'architecte. Mais on n'y va pas tout de suite, je vais vous parler du scénario. Avant de parler du scénario, ça reprend ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'on a fait de façon schématique? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Donc, on a lancé la mission en début 2021. On a fait une première présentation en réunion publique. Il y a eu l'étude du site, les recensements des besoins, les différents entretiens avec toutes les parties prenantes. Après, pré-programme, bon là c'est assez détaillé, l'étude de faisabilité et puis un programme, lancement de et là on arrive à lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre. On arrive à cette réunion publique du 13 décembre puisque on vous l'expliquera, effectivement on a lancé la consultation. Parlons du scénario. Voilà. Donc là on peut passer un petit peu plus de temps sur ce scénario, puisque avec toute l'expression des besoins,
Le cabinet CPO, il a fait ce qu'on leur demandait et il dit, bah oui, c'est possible, dans ce périmètre-là, ça va être un peu difficile à caser, mais voilà ce qu'on vous propose. Et on arrive à tout poser. Mais on avait quelque chose de... c'était un gros changement parce qu'il y avait des impacts non négligeables sur les bâtiments existants. Et du coup, c'était pas raisonnable et c'était même pas faisable budgétairement. Donc, en fait, on a étudié des scénarios alternatifs et surtout deux différentes phases. Donc, des fois, on parle de la phase 1, d'ailleurs, c'est écrit. C'est qu'est-ce qu'on change dans cette phase 1, pardon. Donc, dans cette phase 1, on va construire une nouvelle école maternelle. Donc, on ne sait pas quelle tête elle aura, on ne sait pas comment elle sera, on sait juste qu'on a tout écrit, toutes les contraintes qu'on voulait, sur les superficies, les nombres de classes, les pièces annexes, les différents étages, etc. Et donc, on l'a inscrite donc, sous forme de patates, construction d'une école maternelle, qui est dans le prolongement de l'école maternelle existante. On l'a dessiné comme ça, puisque en fait, on se dit que c'est à cet endroit-là qu'il y aura une école maternelle, mais ça peut très bien être un bâtiment en L, en rectangle, selon ce que l'architecte proposera. Cette construction d'école maternelle, qui comporte 5 classes, permettra de libérer le bâtiment école maternelle, qui est un bâtiment qui est difficile aujourd'hui, parce que c'est un bâtiment qui a été fait où un architecte s'est bien fait plaisir, mais avec beaucoup de demi-niveaux, avec des verrières sous lesquelles il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Et puis, c'est un bâtiment qui est pas très fonctionnel, qui est sur plusieurs étages. Et donc, en fait, ce bâtiment est vidé pour aller dans la nouvelle construction de l'école maternelle. École maternelle dans la construction qui peut dépasser un petit peu sur la limite de l'école actuelle, puisque là, vous avez les 2 entrées d'école actuelle. Donc, en fait, il peut dépasser un petit peu sur le prolongement du parking. Mais ça, on ne sait pas encore précisément. Là, on l'a posé comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce scénario? Tant que j'étais de ce côté-là, on a les espaces parcs publics que l'on met, effectivement, il nous semblait que ça avait du sens de mettre un parc public aux abords de l'école qui permet d'y mettre des jeux d'enfants. Et on voit bien que cette entrée commune des 2 écoles et déjà le parvis, c'est déjà un lieu où les gens se posent, se rencontrent. Et s'il y a un parc public à côté, ça a du sens. Il nous semble que ça a du sens. Ensuite, parlons tout de suite l'extension des services techniques. Il n'y a pas grand-chose qui change dans l'extension des services techniques, si ce n'est que nos amis les boulistes, on leur a demandé de laisser la place pour que les services techniques puissent s'étendre dans ce lieu-là, puisqu'en fait, il était aussi question, enfin la question s'est posée, savoir si les services techniques restaient en plein centre du village ou si on pouvait les mettre ailleurs. Bon, voilà. Il se trouve qu'on a décidé de les laisser pour plein de raisons différentes et notamment de contraintes. Et il aurait fallu faire un autre projet services techniques si on avait voulu les mettre ailleurs. Donc, en fait, les services techniques resteront là, s'étendront sur les locaux utilisés actuellement par l'association des boulistes et avec une petite extension sur les terrains de boules actuels, c'est-à-dire sur l'esplanade devant qui est dessinée en rond, la extension des services techniques. Ensuite, le bâtiment, je reste dans les constructions. On a une bibliothèque à l'étage et le service restauration au niveau de la cour. Donc, on étend en construction ce nouveau bâtiment pour faire une extension juste derrière le bâtiment qui donne sur la
sur le jardin aujourd'hui de la maison Epsilon. Et donc, ce qui permet d'agrandir et de faire une nouvelle salle de restaurant scolaire et d'agrandir en même temps, puisque c'est le même bâtiment, agrandir en même temps la bibliothèque qui est à l'étage. Et en plus, ça permet aussi de faire une aire de livraison juste à ce qui correspond à l'entrée actuelle d'Ypsilon, de la société Epsilon, qui permet aux camions de ne pas rester sur la route le matin lorsqu'ils livrent, et ça permet de pouvoir faire cette aire de livraison. Donc là, c'est pour les constructions, et l'école maternelle l'ancienne école maternelle, qui devient l'ancienne école maternelle, on garde ce bâtiment que l'on ampute un petit peu de sa pointe, là, vous la voyez en pointillé. Démolition de la pointe de l'école, ça retire 2 pièces, en fait, ça retire la cuisine et puis le bureau de la directrice. En fait, on la rabote, voilà, merci, je cherchais ce mot. On la rabote un peu, en fait, pour pouvoir gagner de la surface sur la cour et la surface aussi en visibilité. Voilà. Et cette école, qu'est-ce qu'on en fait? Cette ancienne école, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous ai dit, au niveau -2, on garde les services techniques. Au niveau -1, on la ferme complètement, on rend ce niveau -1 complètement indépendant pour installer la crèche. Puisque, en fait, la crèche, les superficies, on a une bonne superficie pour installer une crèche, et on a surtout l'avantage de pouvoir dédier un jardin, puisque, en fait, le niveau -1 de cours correspond au niveau du jardin de la société Epsilon actuellement. Alors, ce n'est pas le jardin de la société, c'est l'actuelle aire de jeu où il y a des toboggans, et qui permet de devenir le jardin de la crèche. Donc, en fait, une crèche complètement indépendante, avec un accès indépendant et avec son jardin. Ça, c'est le niveau -1 de l'actuelle école maternelle. Et le niveau cours deviendront des locaux pour le périscolaire, mais ce ne sera pas suffisant. Donc, il y aura l'annexe de la maison de la société Epsilon, puisque la société va déménager d'ici quelques temps. Et du coup, c'est un bâtiment qui, à terme, pourra être détruit, mais qui, en attendant, va bien nous être utile pour déjà faire le complément du périscolaire, et qui sera utile aussi pour les transferts, puisque tout ça, on va faire des travaux en site occupé. Et du coup, il y aura besoin de locaux intermédiaires pour le déménagement, mais ça, les flux ne sont pas encore définis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'école maternelle, l'école élémentaire, dans cette phase-là, n'est pas touchée. Donc, on ne va pas toucher l'école élémentaire. Et donc, malgré tout, ça doit être un projet évolutif, et je vous ai dit que c'est au moins pour 5 à 10 ans cette phase-là. Donc en fait, ça veut dire que l'école maternelle, aujourd'hui, si on ne la touche pas, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir d'autres classes. Mais si, on peut ouvrir d'autres classes, parce que bien sûr, effectivement, on y a pensé dans l'évolution. Et donc cette école élémentaire, elle comporte une salle polyvalente qui est juste sous cette mairie. Et cette salle polyvalente peut être divisée en 2 et créer 2 places s'il y a besoin. Le jour où il y aura besoin, on peut créer 2 places supplémentaires. Sachant que des locaux cette salle polyvalente est utilisée pour des activités qui pourront avoir lieu dans les nouveaux locaux du périscolaire, dans l'ancienne école maternelle. J'espère que vous me suivez. Donc, et puis il y a toujours l'école maternelle, pareil, il y a 5 classes qui sont prévues, avec des pièces supplémentaires qui peuvent être des pièces d'art plastique, une pièce, je crois, d'art plastique qui peut être, si besoin, transformée également en classe, sachant que l'école maternelle possède aussi une salle de mobilité.
Voilà pour le scénario. Je pense qu'on peut peut-être faire une pause à ce moment-là. Est-ce que vous avez des questions? Et déjà, on va répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, s'il y a des questions en ligne, on y répondra également. Est-ce que vous avez des questions, Gilles? Par rapport à la limite de projet, là, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bord du Nervançon? Parce que la limite de la commune, c'est le Nervançon, non? La limite du tèlement là-haut, oui, de ce tèlement. Après, Il y a peut-être un potentiel justement qu'il faudrait étudier. Je veux dire pourquoi. C'est par rapport au parking. On se rend compte qu'il y a une circulation infernale des gens du Mont du Boulard et qui traversent le village pour se garer ici. Alors que si on trouvait peut-être une solution pour qu'ils puissent se garer là, avec un accès à piéton aménagé par l'arrière, ça éviterait comme toutes ces circulations. Et je pense qu'en terrassement, c'est jouable de trouver justement des parkings à cet endroit-là. Voilà, parce que c'est dommage d'aller s'en priver maintenant, parce que c'est un peu l'occasion dans ce projet-là de l'intégrer. Après, ça peut être trop tard aussi. Voilà. Ok. L'option parking, elle peut être étudiée autour, mais effectivement, de toute façon, le parking ne rentrerait pas dans le périmètre. Là, c'est le périmètre des constructions possibles. Après, il y a un dénivelé de folie, hein. Donc, ça fait un terrassement de folie. Voilà. D'étudier maintenant. Ok. Donc, je te passe en connaissance de cause, parce que quand on a fait le parking de la Fontaine, il y avait juste un passage avant, tu sais, avec un portail qui était en haut. On a créé 12 ou 13, il a été créé 12 ou 13 places de stationnement. On peut faire la même chose plus bas, 400 mètres plus bas, sur une plateforme. Okay. Après, on peut voir la faisabilité, c'est pas du tout le même dénivelé, mais on est dans une pente. On est dans une pente. C'est un problème de photo, les voitures. Non, mais la question des parkings, c'est toujours une question récurrente, hein, vous la connaissez bien. C'est dommage, tous ces gens du monde, c'est dommage qu'ils n'aient pas, toi qui se garent, s'ils se garaient là, ils arrivent à part derrière tranquillement parce qu'ils manquent de temps aménagé, au lieu de venir sur la place qui va être saturée. Donc en fait, on profite effectivement pour dire que effectivement les parkings, l'idée c'est de se garer avant et de finir à pied, hein, et donc c'est ce qu'on cherche à faire, et c'est ce qu'on fait avec le parking des randonneurs par exemple. Et ça, effectivement, c'est vraiment une orientation sur laquelle on insiste beaucoup pour que, puisque de toute façon, la question des parkings dans le centre, on n'est pas magicien et on ne saura pas générer des places de parking comme ça. Donc il faut. Dans ce projet. Oui, mais pas dans une pente à 80. Non, mais je connais. Ok, d'autres questions? C'est bon, est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Ah, vas-y, Jean-Claude. Juste, globalement, est-ce que tu peux parler fort, s'il te plaît? Je dis que globalement, ça m'a l'air assez bien pensé. J'ai juste une question sur la capacité de l'école maternelle, puisqu'aujourd'hui, il y a 4 classes. Et je crois que tu viens de dire qu'il y en a 5. J'ai dit 5 ou 6. C'est-à-dire, il y a 5 classes et il y a une salle de plus qui peut être utilisée. En fait, tout ça. Bien anticiper, et comme tu l'as dit au départ, d'avoir des possibilités éventuellement d'agrandir déjà cette école maternelle le jour où il y aura de plus de 5, voire 6 classes. Donc tout ça, on a fait des projections, hein, de population et des projections par rapport au nombre d'enfants, à l'âge des enfants et au nombre de classes. Et donc, nos projections montrent qu'avec 5 classes, on devrait être bon. Mais on a pris de la réserve. Bon, jusqu'à quand? Au moins dans les 10 ans, même un peu plus. On est parti sur une échelle de 20 ans, sachant que bien sûr la prospective démographique est compliquée. D'ailleurs, le Covid peut nous réinterroger sur cette question et on serait de ce fait probablement optimiste par rapport à ce coup de décélération. Et c'est vrai qu'en termes d'analyse de risque, on a beaucoup discuté sur le fait de se dire que le relatif confort ou l'utilité, par exemple, d'une salle de dessin bien dimensionnée pouvait être un dépannage à l'échelle de ce projet et de ses contraintes économiques. Voilà, parce qu'on a le raisonnement qu'on a eu à 2 niveaux.
Sachant qu'on sait qu'aujourd'hui, et c'est un phénomène que nous on a vu, en fait, peut-être depuis 35 ans, hein, que lorsqu'on on a une pression foncière, votre ville n'est pas extensible, on accueille une nouvelle population et 15 ans après, en général, on a un reflux. Et que donc aujourd'hui, sauf raison majeure où on changerait totalement les règles, on n'a pas aujourd'hui imaginé qu'on ait autre chose qu'absorber on va dire un flux important à court et moyen terme. Voilà. Voilà qu'on a plutôt été sur ne pas surdimensionner le nombre de salles et laisser plutôt un petit peu de flexibilité. En fait, il fallait trouver le bon équilibre. Et puis, plus on rajoute de la superficie, plus c'est cher. Donc, en fait, il fallait trouver la bonne superficie qui répond, encore une fois, hein, c'était mon introduction, aux besoins immédiats et dans les 10 prochaines années. Sachant que là, on a parlé d'une phase 1 et ce projet-là qui appellera une phase 2. Elle n'est pas prévue, elle se fera dans 10 ans, dans 15 ans, mais en tout cas, il y a la possibilité de faire une phase 2. Et cette possibilité de faire une phase 2, elle a déjà été réfléchie. Elle a déjà été réfléchie et vite fait, en fait, c'est travailler sur l'école élémentaire, c'est-à-dire que cette ancienne école maternelle qui accueillera temporairement le périscolaire, temporairement pendant au moins 10 ans, hein, le périscolaire sera, le bâtiment sera démoli pour sa partie supérieure et qui permettra de reconstruire une école élémentaire sur la crèche et sur les bases de ce bâtiment-là et qui permettront par la suite d'avoir l'ancien bâtiment école élémentaire qui servira totalement pour le périscolaire, au moins pour la partie basse, et sur la partie haute pour des associations, puisque en fait, il y a un accès direct sur la place François Blanc qui a du sens par rapport aux associations. Mais ça, on en est à la phase 2 qui n'est pas dans ce projet, mais c'est simplement pour dire que dans la réflexion de ce projet, il est complètement évolutif. Et pour finir par rapport, si jamais on s'était planté complètement dans nos estimations, on a un petit peu de... Je vous ai dit que l'école élémentaire, il y a possibilité de rajouter 2 salles supplémentaires. On peut très bien imaginer qu'il n'y ait pas de besoin en élémentaire et qu'il y ait un besoin en maternelle, et ça ferait une classe supplémentaire pour la maternelle dans ces locaux-là. Quid des boulistes? Quid des boulistes? C'est marrant, on l'a déjà eu cette question. Je sais la réponse que vous avez faite, mais il y a déjà un certain temps. Les boulistes, alors, on va parler de planning, hein, mais vous n'êtes pas dehors demain, d'accord? On ne vous met pas à la porte dès demain. C'est-à-dire que là, on va vous expliquer la suite, mais le début des travaux à l'été 2023. Donc, on a le temps de travailler ensemble pour trouver un endroit pour les boulistes et on trouvera un endroit pour les boulistes. Mais en fait, on va le faire ensemble. Et c'est déjà la réponse que je vous ai faite et on va le faire. C'est-à-dire que il faut que on a des idées, nous, voilà, mais il faut qu'on le travaille ensemble. On va pas vous imposer quelque chose. On va vous dire voilà où on voit les choses, qu'est-ce que vous en pensez et comment on peut le faire. On trouvera une solution. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de solution toute faite. Je ne vais pas vous dire vous vous mettez là, parce que vous allez me dire ah, mais est-ce que vous croyez que c'est bien adapté là tout? Non, justement, avant qu'on dise quoi que ce soit, on en parle ensemble et puis on travaille ensemble sur ce projet-là. Et on le fera. Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Ouais, l'agrandissement de la bibliothèque, donc elle va se transformer en médiathèque, sûrement. Sûrement, oui. Et donc vous avez commencé déjà à discuter avec ceux qui gèrent, ceux qui s'occupent de la bibliothèque pour. Alors je reprends la démarche. Tous les usagers et tous les professionnels
qui occupent ces locaux-là ont été sollicités, ont fait des propositions qui ont été reprises dans le programme. Donc, effectivement, ils sont complètement partie prenante du projet. Oui. Ok, donc ça deviendra une médiathèque alors. Ben, je ne sais pas, ça après l'appellation. Nous, on dit qu'on fait la bibliothèque, on agrandit la bibliothèque parce que c'est en fonction du nombre de mètres carrés par habitant où on peut être médiathèque. Aujourd'hui, moi, je considère que la bibliothèque, c'est déjà une médiathèque en termes de service, en tout cas. Mais je ne sais pas la définition du dictionnaire entre bibliothèque et médiathèque, enfin, pas du dictionnaire, mais plutôt les normes pour dire à partir de quand on est médiathèque. Et je crois que c'est une superficie par habitant. Tout à fait. Oui. Ah ben vous savez, vous. Bah oui, Pour avoir enfin, au-delà du mot, c'est aussi les subventions de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, qui, au nom du ministère, donne des subventions, aussi bien dans l'investissement que dans l'exploitation, dans l'achat des fonds, qui sont aussi bien en termes de livres qu'en numérique, et c'est une vraie question aujourd'hui. C'est un thème qui évolue beaucoup, puisque la lecture du livre ces dernières années a beaucoup baissé. Le Covid l'a un peu remis sur la table. Donc voilà, c'est des débats, on va dire, un peu éternels. Et on est sur une base minimum de 0,07 mètres carrés par habitant par rapport au prévisionnel qui a été fait. Donc le calibrage part de ceci pour nous permettre effectivement d'optimiser ces financements. Et on sait toujours que la question de ces financements se travaille pas aux dernières minutes du tout. Ils sont maintenant fléchés, mais vont se retravailler par rapport au projet culturel qu'il va falloir maintenant réécrire un peu plus finement. Donc nous, on a travaillé sur le dimensionnement qui le permet et sur l'évolution, effectivement, notamment de la partie d'accueil qui était un des points importants pour les bibliothécaires. Voilà. Donc c'est vrai que le propos de monsieur le maire, c'est qu'effectivement, si on met une médiathèque et quelques livres, ce n'est plus une médiathèque, mais c'est un peu plus que ça. Voilà. Donc, et surtout, notamment, l'exemple, le coin café, le coin détente, qui est de faire en sorte que ce soit un lieu de vie, en plus d'être un lieu de culture. Voilà, c'est un peu la question résumée très brièvement du projet culturel, mais qui a besoin de s'affermir et qui va profiter justement de ce temps pour aller un petit peu plus loin et s'affiner. Mais voilà, c'est fondamentalement, c'est un budget médiathèque. Voilà, pour être très clair. Merci pour la précision. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans la future école maternelle, comment sont prévues les couchettes? Non, mais... C'est clair, je réponds, c'est clair. Si j'ai bien compris la question, qui n'a pas été forcément formulée. Actuellement, les couchettes maternelles sont dans une salle hors place. Ah, d'accord. Non, c'est pas forcément compris comme ça, c'est parfois des lits à barreaux, pas des à barreaux, enfin on est sur des logiques de lits plats qui peuvent se ranger, qui justement laissent de la souplesse pour pouvoir rester pour l'activité. Voilà. Mais il y a des salles spécialisées. Voilà. Dédiées. Vous avez répondu, pardon. Ce sont des salles dédiées. Ce sont des salles dédiées. Pas une salle par classe, mais par contre, dans l'agencement, il me semble dans le programme, la contrainte. C'est que soit entre petits et grands, il y ait une salle qui soit entre les deux. Oui, c'est ça. C'est justement, il y a deux salles qui sont prévues et normalement les classes un peu autour pour que ce ne soit pas non plus très éloigné. Il y a tout un agencement. Il me semble que dans les contraintes, il y a quelque chose qui est écrit comme ça. Ce sont les contraintes du programme. Après, effectivement, l'architecture des projets qui nous seront proposés à l'intérieur du concours va avoir différents types de réponses qui doivent répondre à cette demande, mais elle peut avoir des nuances. Voilà. Eh ben, c'est une bonne transition, sauf si vous avez encore des questions. On peut passer sur le concours. Donc, je vous laisse la main. Merci beaucoup. Bon, je suis un peu confus parce que je pointe sur l'heure, effectivement, de la soirée au coin du feu pour un sujet qui est un peu technique. Alors, je vais essayer de qui pour moi est passionnant, mais qui peut être technique. Bon. C'est vrai que je crois que ce qui était important, c'est de dire que les collectivités publiques, il y en a une, a l'obligation de lancer une consultation de maîtrise d'œuvre au-dessus d'un certain seuil d'honoraires prévus pour les travaux. Le montant des travaux prévus fait qu'on dépasse ce seuil, donc il y avait techniquement une obligation de lancer un concours. Il y a alors, tout le monde comprend ce que c'est qu'un concours, mais
il n'en reste pas moins vrai que dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage public, les concours, d'abord, il y a une évolution sémantique, mais c'est aussi quelque chose de très particulier, qui est aussi bien dans la forme que dans le fond. Bon, qui dit concours dit à un moment donné qu'on va avoir des candidats. Et le code de la commande publique oblige à ce que ces candidatures soient très ouvertes. Je prends un exemple, vu les montants, c'est un seuil ce qu'on appelle européen. Des équipes peuvent venir d'Allemagne, de Belgique, oui, tout à fait. Hein. C'est un point important. Donc, ce n'est pas un marché local. C'est simplement près des réalités concrètes liées à l'importance de l'opération. Seconde chose, c'est vrai que il y a en France le concours, c'est pas universel. Tous les pays du monde ne font pas de concours. Et la France a une singularité, c'est qu'elle fait des concours qui sont indemnisés. C'est-à-dire que la prestation qui va être demandée, pour être clair, pour nous tous, des plans, mais il n'y a pas que des plans, il y a aussi des notices techniques, hein, sur des choix environnementaux, sur des choix sur des options en termes de matériel, sur la stratégie justement du chantier tel qu'elle est prévue, parce que le schéma qui était présenté tout à l'heure, il fixe des grandes orientations, mais bien évidemment, il ne dessinait pas des formes, et il reste un principe directeur, c'est un schéma directeur pour faire très simple. Hein. Et pour répondre à cette commande, on a aussi ces candidats, d'ailleurs ce mot candidat, ça ne veut pas dire grand-chose, moi je suis candidat à un concours, je suis tout seul, et bien non du tout, un concours d'architecture, on a ce qu'on appelle une équipe de maîtrise d'œuvre. Et je crois que c'est très important de l'avoir en tête, c'est pas qu'un architecte, c'est un architecte qui sera mandataire, c'est-à-dire responsable devant tout le monde, et derrière lui, il aura, et c'était prévu dans l'appel à la candidature, tout à l'heure, mais des spécialistes en paysage, en aménagement urbain, parce que c'est l'échelle de l'opération, c'est pas qu'un simple bâtiment, vous avez bien vu, on est quand même sur un jeu de domino un peu particulier, dans un site très stratégique. Il y aura un acousticien, il y aura un spécialiste de l'ingénierie cuisine, et il y aura ce qu'on appelle des BET, alors c'est horrible, tout corps d'État, des gens qui sont des spécialistes des fluides, de la structure. Vous imaginez bien qu'un bâtiment qui est sur 3 étages, etc., on a des questions structurelles qui ont été déjà posées, mais qui méritent d'être reposées, d'être optimisées. C'est des choses très importantes. Et aussi, puisque c'est un enjeu très important de ce programme, un enjeu de développement durable. Hein, un engagement durable, ce n'est pas que du bâtiment, hein, c'est aussi les mobilités douces, etc., qui sont intégrées au projet, la biodiversité aussi, mais c'est aussi une équipe qui a des compétences particulières. Alors, il y a dans notre jargon des gens qui sont un peu tout ça, qui recouvrent toutes les palettes, et puis il y a des gens plus spécialisés, c'est ouvert, c'est pas une obligation, voilà, mais c'est un point important. Donc c'était un point important, c'est donc un processus réglementaire. Pour ce faire, il y a une évolution sémantique. Autrefois, le concours aidait à choisir le lauréat avec sa mission. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est ce qu'on appelle une procédure d'achat. Et les candidats qui vont être retenus vont donc effectivement faire un projet. C'est une prestation intellectuelle. C'est très étonnant, mais même si on va leur demander de l'estimer, on ne leur demande pas d'honoraires puisque ce n'est pas une procédure d'achat. On va sélectionner une équipe au travers de plusieurs candidats et après, le jury va, dans un premier temps, participer à la sélection des candidats, je vais revenir, et ensuite à l'analyse des projets, en l'occurrence, il y en aura 4, et une fois que ces projets auront été classés, c'est le terme, on va les classer premier, deuxième, troisième, ou premier ex aequo, voilà, il y a l'entité publique, responsable des marchés, en l'occurrence, la mairie, qui va choisir, elle n'est pas obligée du tout, puisque cette procédure d'achat va aider à éclairer. Et d'ailleurs, ça c'est un point très important, aussi très singulier, c'est que pour qu'il y ait concours, il faut qu'il y ait un jury. C'est évident. Et ce jury va réunir des élus et ce qu'on appelle des personnes réputées compétentes par rapport à l'objet. C'est une formule un peu lourde. Ce n'est pas que des architectes, hein. Ça peut être que des architectes, et qui sont là, minimum un tiers, c'est pas rien. On peut en mettre plus qu'un tiers, mais minimum un tiers, et de ce fait,
l'objectif, c'est qu'il y ait un échange et que se crée une culture autour d'un truc qui est quand même compliqué. Quand on est un élu, pardonnez-moi ce maire, on n'est pas habitué à lire forcément des plans, à moins d'être un architecte soi-même ou un bâtisseur. On n'a pas forcément compréhension des calculs thermiques faits par les cabinets. Et il faut qu'à un moment donné, des gens vous aident à faire ça. Ça, c'est un point très, très, très important. Et c'est important parce que j'ai travaillé pour la ville de Montréal, par exemple, au Canada, il y a des concours d'architecture où la majorité sont des architectes. Conclusion, il y a très peu de concours. Parce que les élus n'ont aucune envie d'avoir des projets choisis à leur place. Voilà. Donc c'est un dialogue. Mais ceci est important parce que c'est un moment de dialogue très important. Et donc ça se fait vraiment. Notre procédure, c'est une procédure ce qu'on appelle restreinte dans le jargon, donc sélection de candidats. Donc, il a été lancé un avis d'appel à candidature, et donc arrive un certain nombre de candidats. Et il y a tout un travail d'analyse de ces candidatures. Alors, nous y participons au sens où on va vérifier, c'est juridique, on les choisit, c'est très très simple, sur leurs compétences, sur leurs moyens. Est-ce qu'on a une petite équipe, grosse moyenne? Est-ce qu'on a les équipements qu'il faut? Est-ce qu'on a les matériels qu'il faut quand on a un bureau d'études techniques? Voilà, bon, pour l'architecte, c'est pas assez simple, mais voilà. Sur leur garantie financière aussi. Donc tout ça est vérifié en amont pour faciliter le travail du jury. Mais ça, c'est un travail qu'on appelle de commission technique qui est fait à partir, bien évidemment, du règlement de concours lié à la sélection des candidats. Puis, une fois que ces candidats auront été choisis, il en est prévu 4, hein, il y aura donc un temps de travail qui va être d'environ 2 mois. Hein, et les équipes vont, d'une part, aller visiter le site. C'est important, parce qu'elles ont un programme. Un programme, c'est un document, il fait combien de pages, celui-là? Environ 200, sans les annexes techniques qui vont derrière. Bon là, il faut quand même se l'approprier. Mais c'est vrai que ça reste... C'est important que ce programme, au-delà d'être la traduction des besoins, des objectifs, c'est aussi la commande qu'on leur passe, pas une autre. C'est-à-dire tout ce qui est dedans, ils vont y répondre. Tout ce qui n'est pas dedans, c'est pas dedans. Qu'on le veuille pas, je ne connais pas de programme parfait, mais le meilleur possible. Et on va attendre la meilleure réponse possible. Ils vont visiter, ils vont nous poser des questions sur le programme. Et puis, ils vont faire leur travail de manière tout à fait anonyme. Voilà, c'est très important. La sélection des candidats n'est pas anonyme puisqu'on a des noms. Regardez, voilà. Mais une fois qu'ils vont travailler, les 4 équipes, et il y a tout un travail d'analyse qui va être fait par notre cabinet, hein, mais aussi qui va impliquer toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration. Alors là, on a des composantes très diverses, du côté d'école, de la crèche, de la bibliothèque, de la restauration. Ils amèneront aussi leur expertise complémentaire. On aura un moment de partage avec eux. Alors, c'est un moment qui est juridiquement très particulier, parce que quand tout ça est fait sous l'anonymat, ça veut dire que tout le monde ne peut pas venir. Voilà, là, on est tenu à la confidentialité. On peut poser des questions sur un point de réponse au candidat, mais ça passe par la cellule qui aura vérifié que les documents sont bien anonymes, qu'il n'y a pas eu d'erreur, qu'il n'y a pas eu une coquille, un nom qui soit resté. Et il peut y avoir des échanges, mais c'est quand même assez limité, pour être très honnête. Et après, il y aura présentation de ces projets au jury. Là aussi, c'est pas du tout ouvert. Hein, il y a des pays où c'est ouvert. Au Canada, c'est des séances publiques. Mais c'est interdit en France par la loi. Hein, c'est interdit, c'est très important. Et donc, le jury va classer les 4 projets. Et bien, son boulot s'arrête là. Parce qu'à un moment donné, la loi française interdit à une maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence c'est la commune, de se déresponsabiliser de son choix final. Donc sur la base de ces éclairages, elle décidera de dire que le premier est le premier, mais elle peut tout à fait estimer, c'est déjà vu, c'est pas du tout polémique, hein, de dire non, c'est ma responsabilité, nous estimons, avec notre conseil municipal, qu'on prend peut-être le deuxième, parce que pour tel motif, voilà, on pense que celui-ci est plus adapté à nos souhaits, et on trouve que c'est une meilleure réponse. Mais tout ça a participé d'aider à passer une bonne commande. Et une fois que la commune aura dit telle équipe est première, elle va le déclarer lauréat, et à ce moment-là, on va lui demander, et c'est là qu'on va passer une procédure d'achat, hein, de donner
sa proposition d'honoraires. Et là, il y aura un travail de négociation des honoraires. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas si longtemps, avant la modification du code de la commande publique, les honoraires étaient donnés, le concours était une procédure d'achat. Ça a changé, c'est la sémantique, c'était une procédure d'achat. Donc chacun donnait, avec son acte d'engagement, ses montants d'honoraires. Et puis on voit tout. Puis on avait en général 3 ou 4 ou 5 propositions. Et bien évidemment, je ne vous cache pas que quand un tel était retenu et qu'il avait des honoraires beaucoup plus importants que le voisin qui était tout aussi bon que lui quand même, parce qu'on a choisi des gens sérieux. Non, on lui disait, écoute, là, c'était un peu simple, et voilà. Et depuis qu'il y a eu cette modification du process, eh bien, ça a rendu beaucoup plus difficile la position du maître d'ouvrage, de l'acheteur. Voilà. Donc c'est compliqué. Je sais pas, tous les architectes n'en profitent pas, mais quand même, malgré tout, les architectes et les équipes, pas que les architectes, mais les équipes, mais elles ont quand même un petit moment de force, et donc à un moment donné, il faut faire preuve d'une certaine conviction, d'un certain savoir-faire, mais aussi mettre une certaine énergie, et ça ne marche pas avec tout le monde. Voilà, je le dis simplement, c'est pas évident, et ça peut conclure à un moment donné que non, on se met pas d'accord, vos prix sont ridicules, et voilà, et il faut relancer un concours, ce qui est quand même recommencer à zéro. Ben, pour revenir des délais, lancer des candidatures, pas de moment la commune l'a fait, il y a un délai minimum de 30 jours. C'est normal, c'est un temps nécessaire et suffisant pour que la concurrence puisse répondre. Hein. Et puis, ben, il y a l'analyse d'un certain nombre de dossiers. En général, les concours, c'est entre 50 et 200 dossiers, hein, avec des équipes compliquées. En l'occurrence, dans notre concours, il y a 75 dossiers qui ont été déposés, mais 4 qui étaient en doublon. Donc il y a 71 dossiers qui ont été présentés, qu'on est en train aujourd'hui de vérifier sur le plan administratif, de vérifier sur les compétences, sur les moyens, etc. Donc c'est un gros boulot face à moi. Et donc le jury va donc participer à la proposition de sélection de 4 candidats. Là encore, c'est M. Albert et son équipe qui va confirmer ce choix. Et après, il y a 2 mois de travail, il y a 1 mois d'analyse, pour faire très simple, voilà un peu le temps. Alors, s'il faut, et la négociation, c'est de l'ordre d'1 mois. Hein. Ça peut même faire 2 mois. C'est-à-dire que s'il faut tout recommencer à zéro, vous imaginez, non seulement le temps qu'on perd, 1 mois pour les 30 jours minimum pour lancer la consultation, environ 1 mois d'analyse, 2 mois pour faire les projets, 1 autre mois d'analyse, négociation, on est à 6-7 mois de perdu. Plus de l'argent, puisque bien sûr, on a indemnisé les équipes. Et on a indemnisé pas n'importe comment, c'est 80% du montant des honoraires dits de base qui ont été prévus. Donc c'est une somme qui se cumule, plus le travail de tous ceux qui ont travaillé à côté. C'est important, qui ne se mesure pas forcément qu'en argent. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ce qui est un peu oui, qui est regrettable, c'est que ça se comprend, hein, même si ce n'est pas une procédure d'achat à la base, c'est permettre à un projet de manière anonyme, c'est garantir l'égalité de traitement de tout le monde. Hein, il n'y a pas de subjectivité à ce niveau-là. C'est que on ne peut pas, par exemple, dire à un habitant d'une commune de voter pour un projet. Voilà, c'est un sujet qui se met sous la table. Et je ne sais pas si on le regrette ou pas, mais je dis simplement que ce n'est pas possible. Donc, voilà un petit peu cette pas longue marche, mais cette marche qui a procédé donc, premier temps, élaborer le programme, et 2, maintenant, on est dans ce moment de sélection des candidats, de travail des candidats. Ouais, et concrètement, le jury qui va classer, une fois que les 4 seront retenus, le jury qui va faire le classement des 4, concrètement, il est composé de combien de personnes J'ai plus le nom. Le jury est composé de 9 personnes. Donc c'est les personnes de la commission d'appel d'offres, plus les, comment vous les appelez, des personnes réputées, compétentes au regard. Donc les personnes réputées compétentes au regard de l'objet, c'était un ratio d'1 tiers de participants. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est 9, et donc il y a 3 personnes professionnelles. Donc en fait, ce sont un urbanisme, un architecte et... L'architecte plutôt qui a des grosses compétences en développement durable. Voilà. Et un autre urbanisme.
notre urbanisme. Et donc les élus de la commission d'appel d'offres, plus un représentant, un élu de la Copamo, puisque en fait, on a inclus dans ce projet-là la crèche qui est complètement de la compétence Copamo. Et du coup, on est en train de passer une convention avec la Copamo pour qu'ils nous pour qu'ils nous transfèrent la maîtrise d'ouvrage, pour que ce soit la commune qui le gère. Et puis, donc avec un représentant de la Copamo dans ce jury-là, et puis notre adjoint au scolaire, périscolaire. Pour information, les jurys sont aussi obligatoirement invités, la direction de la concurrence et des fraudes, etc., qui viennent ou qui ne viennent pas, mais bien évidemment, ils sont là pour contrôler. Ça arrive rarement, mais récemment, les jurys sont venus, ils ont participé pour vérifier que les choses se faisaient dans les règles de l'art, sachant que de toute façon, les PV des jurys sont transmis effectivement en préfecture pour vérifier que les choses sont faites là aussi dans les règles de l'art. On est sur un process très, assez classique, mais qui n'est pas ouvert. Donc, du coup, donc le jury fait un classement des différents projets. Il y a deux moments, pardon. Il y a le moment, il l'aide à sélectionner, en l'occurrence, 4 candidats. C'est confirmé généralement. Et après, il participe, enfin pas il participe, il fait le classement. Il y a 2 réunions de jury. Avec 2 réunions de jury. Un pour les candidatures et après un pour faire le classement des 4. Quand ce classement est fait, donc après c'est les élus qui choisissent le projet qui leur convient. Une délibération de conseil municipal. Oui, mais entre-temps, j'ai vu, il y a quand même la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien, c'est ça? Oui. Il y a une... Alors, c'est assez technique, mais c'est très simple. Une fois que le jury a classé anonymement, après les débats entre élus et non élus, voilà, tout le monde, le jury, non, il y a ce qu'on appelle le lever d'anonymat. C'est-à-dire on ouvre les enveloppes qui ont été reçues, on sait maintenant que telle équipe, c'est telle personne. Et là, on a le droit d'inviter, alors pas vraiment pour une audition, c'est important, c'est aussi la sémantique, pour répondre à des questions qui auraient été posées par le jury. Donc effectivement, ce n'est possible que si ça avait été prévu au moment de la consultation. Donc ça, c'est aussi un point important. Ça a été prévu, c'est une marge de manœuvre qui permet de le faire. Et parfois, quand on a 2 équipes qui sont très très proches, c'est un moyen tout à fait pertinent de pouvoir vérifier et pour être très clair, aussi de rencontrer en phase de 12 qui on a et de voir comment ils réagissent à des questions, non pas qui sont pièges, mais qui sont forcément délicates et importantes. Voilà. Par contre, il n'est plus possible de changer le classement. Oui. Pardon? Par contre, on ne peut plus changer le classement. D'accord. On peut choisir le 4e, monsieur. Oui. C'est ça. Le classement, il est fini. Le classement est fini. Le classement, il n'engage plus personne. Mais... Le conseil peut dire, finalement, voilà, on les a rencontrés tous les 4. Ah, le conseil peut choisir le 4e. Tout à fait. Alors après, on passe mieux avec une équipe qu'un bon. Oui. Après, il faut l'argumenter parce que si le 4e arrive très loin dans le classement par le jury du premier, il peut y avoir contestation aussi, puisque à un moment donné, quand vous n'êtes pas lauréat, vous demandez, c'est ce que je fais systématiquement moi, quand les appels d'offres, pourquoi je n'ai pas été retenu et pourquoi on a été retenu. Donc on a les PV des jurys, donc c'est pas. Mais n'empêche que ça se fait, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait bien au sens que un projet et des notices techniques, même élaborées et de qualité, ne disent pas forcément tout. Après, parfois, c'est souvent quand même, il y a un projet qui retient l'adhésion globale. J'ai mon associé ce matin, elle est en train de faire un travail complémentaire, même qu'avec le mondial, 2 équipes, justement suite au jury. D'accord. Et donc, après, une fois qu'on a retenu l'équipe, c'est qu'à ce moment-là qu'on connaît ses honoraires. Non. On négocie. On lui demande. On n'a pas le droit de lui demander avant. Autrefois, on pouvait. Maintenant, on demande au lauréat. Oui, on demande au lauréat. Voilà. Et vous les transmettez, je mets mes 10 jours, et on se voit 2-3 fois, parce que forcément, il commence un petit peu haut. Ouais. Mais c'est une négociation sur le marché, les honoraires n'étant qu'une composante du marché. Mais ça, c'est important parce que c'est une vraie contrainte qu'on a. C'est-à-dire qu'on va choisir effectivement un lauréat sans connaître le montant de ses honoraires. Et c'est à vos fins
fin du concours. C'est-à-dire qu'on ne se met pas d'accord avec le candidat choisi, on ne va pas toquer à la porte du deuxième derrière pour dire bon. Non, Alors, faut relancer un concours. Alors, il y a une option qui existe. Certaines maîtrises d'ouvrage l'ont utilisée. Apparemment, ça n'a pas eu un grand succès parce que c'est quand même très biaisé, c'est-à-dire on fait 2 lauréats. Mais bon, si on a 2 équipes qui nous intéressent vraiment, vous avez parfaitement le droit, malgré qu'on, même si le jury avait dit 1 et 2, la commune peut dire, nous nommons lauréat le 1 et le 2. Bah, si c'est pour mettre 4 lauréats et pour rediscuter avec tout le monde, ça devient malsain. Et là, on se retrouve dans une procédure où on a fait travailler des équipes pour travailler en confiance pendant 2-3 ans avec elles. Si c'est pour jouer un peu au Dalton, ça ne va pas être terrible. Donc c'est vraiment pas conseillé, mais bon, c'est possible. C'est un côté intéressant parce que ça oblige la commune à ne pas choisir le moins 10 ans, celui qui tire le prix. Et de l'autre côté, c'est contraignant parce que vous êtes à l'aveugle. Mais c'est là, si vous voulez aussi, on revient sur la procédure. Hein. L'analyse des candidatures et le concours. Tous les professionnels disent un bon concours, c'est d'abord un bon choix de candidat. Oui, je vous affirme. Si on a des bons candidats, on prendra le moins mauvais, mais surtout on prendra le meilleur des 4 ou des 3 selon le nombre qu'on a choisi. Là, c'est 4. Bon. Et là, c'est important ce moment. Hein, c'est de dire, voilà. C'est pour ça que les élus sont aidés par ces professionnels. On en fait aussi partie, mais entre guillemets, nous c'est anonyme, on rentre dans ce qu'on appelle une commission technique, ça n'a pas de licence juridique. En fait, on fait 80% du boulot, mais c'est pas de nous. On ne doit surtout pas se substituer au jury, c'est très important. On n'est pas à dire que c'est beau, c'est pas bon. Bien. Non, simplement, ça répond au programme. Fonctionnellement, c'est bon. Ce qu'on demandait là est bon. Voilà, c'est un travail. C'est un peu un travail de tâcheron, hein, voilà. Mais c'est important que tout ça participe à un moment donné à poser les bonnes questions. Et je reviens au candidat, bah, effectivement, je prends l'exemple, on prend une vedette, pardonnez-moi, mais voilà, dans les concours, ça existe, hein, d'architecture, comme partout ailleurs. Une vedette, ça le sait en général qu'elle l'est un petit peu. Bon, il ne faut pas être surpris si les honoraires sont un peu mastoc. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'une pas vedette ne tentera pas le coup, mais après, on n'est pas en face de gens malhonnêtes non plus. Hein. Ils sont là pour négocier, et puis à un moment donné, si leurs honoraires sont ridicules, ben, ils prennent aussi le risque de ne pas être retenus malgré tout, parce que on est plus lié qu'à l'inverse, mais on n'est pas non plus pieds et mains liés. Hein. Voilà. Et puis, bon, sauf des métiers, tout le monde, enfin, on va dire tout le monde se connaît. Oui, on se connaît un peu tous, donc oui, ceux qui exagèrent trop, ça s'évite. Ah, on peut faire le coup une fois. Mais bon, honnêtement, j'ai vu une fois en 35 ans un architecte dans un concours où il était intraitable. Il a boudé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce qu'ils fournissent la liste des entreprises avec qui ils travaillent? Alors, non. Enfin, non. Alors, c'est peut-être qu'on se comprenne bien. Il y a, au moment de la sélection des candidatures, une équipe d'architectes, de bureaux d'études divers. Là, ils nous donnent, bien sûr, des références sur leurs clients. Hein. Bon. Par contre, la maîtrise d'œuvre, et ça c'est important, de la séparation entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises qui font les travaux, elles sont indépendantes. Hein, c'est juridiquement indépendant. Voilà, donc, et il y a, à la fin de la mise au point du projet, ce qu'on est arrivé. Il y a l'analyse des candidatures, il y a le concours, négociation. On a ce qu'on appelle dans le jargon le suivi de l'APS et le suivi de l'APD. Et après, il y a même le pro. L'APS, c'est très clair, un concours, il est sur une esquisse. C'est quoi une esquisse? C'est le mot dit bien ce qu'on est. C'est un principe. C'est une image architecturale complétée d'éléments d'information sur les fonctionnalités. Bon. À l'origine, l'esquisse n'avait pas tellement de fonctionnalités. Mais les concours ont fait que tout ça fait qu'à un moment donné, on choisit quand même des plans relativement élaborés. Mais là, les bureaux d'études techniques n'ont pas travaillé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ou très peu, ça dépend des équipes, il y en a qui travaillent plus, on va dire, imbriqués, mais peu. Et qu'à un moment donné, voilà, vous faites une très jolie sphère, et tant que le bureau d'études techniques
Ça n'a pas expliqué que, vu sa taille, elle allait être très chère à faire. À un moment donné, on va peut-être trouver des solutions pour que la sphère soit un peu moins sphérique. Je dis, enfin, peut-être un mauvais exemple, mais il y a tout un travail avec l'équipe, parce que c'est beaucoup de boulot, hein. C'est du temps de travail. Et c'est là qu'à un moment donné, il y a des ajustements. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est hyper important d'être présent pour vérifier que c'est des évolutions. On a souvent l'histoire des piliers qu'on nous met au mauvais endroit, hein. Dans le concours, il n'y avait pas de piliers, et puis il nous tombe au milieu de la salle de motricité. C'est moins cher de le mettre au milieu, hein, parce que ça veut dire qu'on aura moins de porteurs, etc. etc. Et puis c'est vrai ça, c'est vrai de choix d'un matériau, c'est vrai de plein de choses. Et puis après, il y a aussi l'APD, la contrôle définitif, qui va permettre de lancer la consultation d'entreprise. À ce moment-là, une fois qu'on aura fait ça, plus les pièces techniques, plus ce qu'on appelle, enfin, le DQE, c'est-à-dire cette quantitative pour faire les coûts, il y aura une consultation d'entreprise en lots séparés. C'est important. Et là, il y aura des réponses. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre a, comme c'est un architecte et mandataire, très, très, très important, il a un rôle essentiel, c'est qu'il est là pour défendre le maître d'ouvrage et son conseil. Il existe d'autres procédures, qui ne sont pas le concours, que la commune aurait pu utiliser, qu'on appelle, par exemple, des marchés globaux de performance ou de la conception-réalisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour expliquer que là, c'est l'entreprise qui est mandataire. Alors, la garantie, c'est qu'en général, elle garantisse le prix. Oui, mais la qualité, on n'en sait rien. Enfin, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais là, le rôle de conseil, qui est une obligation, hein, donc la négociation sur les marchés, parce que quand vous avez des réponses sur des lots, il y a des nuances, il faut savoir les lire, il faut savoir les regarder, c'est du temps, il faut savoir discuter, voilà. Et pardonnez-moi cette formule, mais j'ai un père qui était architecte, et quand j'étais gosse, je toujours dire, moi, mes honoraires, je les fais gagner. Non. Voilà, mes honoraires, c'est ce que je fais gagner les clients. C'est une formule que j'ai entendue quand j'étais gosse. Mais oui, un architecte qui fait bien son boulot, il est là pour trouver les bons ajustements, les bons compromis. Il n'est pas quelqu'un qui attend qu'un appel d'offres. Surtout qu'aujourd'hui, les conditions sont compliquées. Donc c'est un vrai boulot. On a besoin de quelqu'un qui nous assiste. Les équipes s'engagent sur un montant, un coût final du projet? Ah, alors c'était le dernier point, un point essentiel. Notre code de la commande publique, il a deux curiosités. Une, on l'a évoqué, c'est que on demande une proposition d'honoraire après quelqu'un il fait un projet qu'il a été retenu lauréat. Ouais, tous les jours de ma vie, je rêverais de ça. Bon, deuxième chose étonnante, c'est que ce qu'on appelle l'esquisse, elle n'engage pas. C'est ce qu'on appelle une mission d'ingénierie. Le terme mission d'ingénierie, l'esquisse, l'APS, etc., ça correspond à des contenus, des plans plus ou moins détaillés, des notices plus ou moins détaillées, et aussi des notices économiques. Au concours, quand on est sur une esquisse, l'équipe n'est pas engagée sur le coup. Alors, oui. Alors, ça veut dire quoi? Je suis économiste de formation. Derrière le programme des mètres carrés, ce maire vous a dit, on était parti sur une écoute des besoins. À un moment donné, je les ai estimés au regard des bâtiments, de comment on les restructurait, on les cassait plus ou moins, de l'état, etc., etc., etc. J'ai donné un budget qui était un certain budget. La ville s'est regardée, et voilà, il n'y a pas aux élus. Non, donc il y a eu des arbitrages qui ont été faits, y compris en termes de contenu, mais de phasage, parce que voilà, on aimerait être plus riche, mais on n'est jamais plus riche qu'on est. Donc là, aujourd'hui, on a une analyse, c'est mon métier. C'est parce que c'est mon métier que je suis parfait. Mais parce que la conjoncture aujourd'hui de l'envolée des prix, personne ne l'a prévu et voilà, elle est obligée de plein de discussions. Voilà. Lorsqu'il y a le concours, je vais être très simple. Je réanalyse les projets au regard de leur surface et de ce qu'ils ont mis dans leur notice. Il reste des intentions. Mais quand quelqu'un vous dit, je prends un exemple, je vous propose une toiture en zinc, sauf si on l'avait obligé à tout le monde. Le zinc, moi j'aime beaucoup, c'est très pérenne, c'est un beau matériau esthétique, c'est personnel, hein, mais c'est quand même plus cher que la tuile. Alors, une estimation, elle est faite de telle manière qu'on n'est pas à avoir fait
que les coûts avec tout à l'économie partout. Ça ne marche jamais, ça. Mais voilà, c'est un coût moyen, arbitré en fonction de la technicité, du type de programme, etc. Tout ça, se fait analytique, et puis on revérifie tout ça. Voilà. Et un projet qui vous offre 200 mètres carrés de plus, aujourd'hui, en coût travaux, avec les règles pour du neuf, qu'on appelle la RE, Rénovation énergétique 2020, eh ben, on descend en dessous de 2300 € du mètre carré pour une école ou une crèche, c'est quasiment infaisable, c'est même pas faisable, sur un terrain normal. Hors taxe, sans honoraires, rien. Avec les honoraires et les travaux, on flirte avec les 4000 €. Avec 100 mètres carrés de plus, il y aura 400 000 € de plus. Donc c'est vrai que notre travail, c'est qu'une fois on va vérifier, donc le jury a des gens compétents, mais on le rééclaire, on remesure les plans, on vérifie. C'est vous qui allez dire s'il rentre dans le budget ou pas. Je le dis, mais les autres experts peuvent aussi amener des compléments, mais on le dit, et bien évidemment. Et puis après, c'est très très rare, pour tout vous dire, qu'au niveau d'une esquisse, on ait fait les choses au centimètre, c'est normal, on est quand même sur un travail général. Donc qu'est-ce qu'on rabiote? Et puis il est vrai qu'il y a des projets qui se rabiotent mieux que d'autres. Voilà. Ou qui ont eu une idée conceptuelle plus chère que d'autres. Bon, à un moment donné, vous nous avez proposé, j'ai eu le cas une fois, un bâtiment culturel, un magnifique béton blanc sur la façade. Magnifique, honnêtement magnifique, mais c'était 1 million de plus. Et on peut avoir envie de prendre, on n'est pas obligé, mais voilà, bon, là c'est un choix. Donc notre boulot en commission technique, comme les maîtres d'œuvre, c'est d'aider à prendre la mesure de tout ça, en étant, c'est pas une science exacte non plus, je le dis, voilà. Et puis aussi en disant, voilà, ce projet-là, dans la négociation, je prends l'exemple on nous propose de tout faire avec une merveilleuse façade très élégante, mais très chère. Alors la question est, elle serait de deux. Si on tient un projet avec une très belle façade et qu'on ne la veut pas du tout, ça n'a plus de sens. Vous ne pouvez pas le retenir. Ou est-ce qu'effectivement, elle a une phase d'adaptation où elle conserve son esprit général, mais elle peut être un peu moins luxueuse? C'est un peu technique, ça, mais c'est important. Donc, mesurer l'adaptation. Quand il y a des surfaces en trop, il y a des projets qui ont des formes. On voit très bien qu'on peut gagner 50 mètres là, qu'on peut en gagner 20. On fait cette analyse aussi. Et quand, avec le lauréat, on ne négocie pas que les honoraires, on négocie aussi. Écoutez, si on travaille vous, on est d'accord. Là, on va revenir. Sachant que normalement, juridiquement, au niveau de ce qu'on appelle l'APN, donc il y a après le concours, après la négociation, si l'économiste qui travaille avec l'équipe me dit « Ah, bah, votre projet à 5 millions, il vaut 5,5 millions », il y a deux solutions. La ville dit bah, « Je suis prêt à les mettre ». La ville ou le département, c'était très à la mode il y a 20 ans. On estimait que le projet était toujours sous-estimé de 20%, alors on disait oui. Mais maintenant, les financements ne sont plus du tout pareils. On dit, bah, écoutez, vous reprenez les plans. Et c'est pour ça que tout le travail préalable est hyper important, parce que si on a l'idée de mise au point, votre projet, il nous plaît, il a plu tout le monde, voilà. Mais il est un peu gras. Et mais non, vous verrez. Et qu'on arrive à ce moment-là, et que c'est bon, on a une autorité pour faire travailler qui est quand même plus simple. Et surtout, on essaye de faire comprendre aux maîtres d'œuvre. Sincèrement, ça marche 3 fois sur 4, même plus que 3 fois sur 4, parce que je trouve qu'on essaie d'être pratique. Ils comprennent qu'on les aide en prenant à la mesure, parce qu'il est vrai que les architectes en France et leurs équipes ne s'intéressent pas foncièrement au prix. Moi, j'ai une fille qui est architecte, qui a fait à Madrid. À Madrid, ils sont architectes et ingénieurs. Ils ont tous leurs abats, ils font jamais un projet sans se poser la question. Chez nous, c'est pas la culture. Voilà, c'est plus rien, c'est comme ça. Mais voilà, on a des techniques pour les choses. Il y a un projet qui est très cher, ça se devine quand même. Alors cette question, elle est importante. C'est avec ce projet-là, on ne peut pas se permettre de sortir du budget. Donc c'est déjà un projet ambitieux. Voilà, encore une fois, c'est une décision, c'est un investissement et c'est une décision à assumer qu'on pourra financer, mais il faut qu'on soit très, très, très rigoureux et on ne sortira pas du budget. Mais je dirais pas. Je dis oui, bien sûr, monsieur le maire, mais
il y a une réalité aujourd'hui d'inflation, donc ça c'est une Non, révision mais- des prix, et il y a un dérèglement. Alors, je peux nuancer par rapport à votre béton blanc ou à des choses un peu sympas, un peu mieux. Bah oui, bah là, on va même pas en discuter. C'est la responsabilité du maître d'ouvrage, selon la première C'est combien le budget, là, aujourd'hui, là, Donc les travaux, 5,3 millions. Et sachant que ça intègre la crèche, qui est une compétence communauté de communes, qui sera pris en charge par la communauté de communes. valeur d'aujourd'hui. Hein. On est d'accord. Par contre, la règle des prix par rapport. quelle surface de bâtiment, là, Je ne l'ai plus en tête exactement. Ah, les questions techniques. Alors, il y a de l'aréable et du neuf. Hein. C'est sur la première page. Voilà. Non, mais voilà, un projet de construction et de réhabilitation, c'est un parcours, je dirais, oui, c'est du stable cheese, hein, c'est pas un cours d'obstacle. Et chaque fois, il faut se reposer, il faut bien choisir, bien réfléchir. Et puis, bah oui, voilà, je suis, entre guillemets, plein de réserve, plutôt réputé pour avoir discuté de ratio de coût quand on les estime au programme, qui permettent de travailler. D'ailleurs, ce terme, ça veut dire en général que les équipes de maîtrise d'œuvre disent on ne nous a pas tellement sous-estimé les coûts qu'on n'y arrivera jamais, on est obligé de mentir. Après, je dis, si un projet qui plaît à tout le monde, il a mis le paramètre maxi partout, bah, il ne rentrera pas quand même dans une moyenne, même si elle est pondérée intelligemment. Il y a des limites à tout. Voilà. Et puis si c'est un projet très beau. Un exemple dont on discute beaucoup aujourd'hui, la nouvelle réglementation énergétique pour le bâtiment neuf motive les biomatériaux. Pas motive, impose beaucoup de biomatériaux. Motive aussi beaucoup de bois. Et là, il y a la filière bois, elle est quand même très mal à l'aise ces jours-ci. Il s'avère quand même on en parle beaucoup, elle est en train de se réguler un petit peu, et puis votre projet, bah, ce qui peut arriver, c'est qu'il y aura reconsultation et qu'il peut perdre quelques mois à cause de cette question. C'est une chose qu'on est obligé d'intégrer aujourd'hui. On a quand même des conjonctures sur les matériaux. Après, la crise du Covid, il y a toujours des crises dans le bâtiment partout, hein, ça a toujours été cyclique, hein, voilà. Fait qu'il n'y aurait pas eu la pression du gouvernement, parce que c'est aussi un élément de pour qu'on construise, parce que voilà, il est très fort. On entend, ça ne veut pas dire qu'on a raison, hein, qu'après les élections présidentielles, ça va se calmer un petit peu. Je vous donne les surfaces. Donc, en fait, la construction neuve, c'est 1100 mètres carrés. La réhabilitation, c'est 890 mètres carrés. Et les espaces extérieurs, c'est 2300 mètres carrés. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au concours, au jury, à la procédure? Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Guillaume? Non. Il n'y a pas de questions en ligne. Une question, est-ce qu'on aura connaissance à un moment ou un autre des 4 projets? Les projets, après, ils peuvent être connus dès l'instant où l'anonymat est levé. Et oui, on les partagera. On les partagera. Donc là, la réunion publique, alors on n'a pas mis la date exacte, mais c'est justement pour partager toute cette expérience-là et puis partager les projets qu'on aurait pu avoir et puis surtout le lauréat. Oui. Le choix, il reste aussi, alors certes, on va avoir 4 candidats, on a un classement, premier, deuxième, troisième, mais il y a pas une notion esthétique qui est importante dans le choix de l'architecte finalement. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi souligner. En quelque part, c'est vraiment l'aspect final du bâtiment qui va être important dans votre choix, je pense. Après, il y a plusieurs critères, mais déjà s'il répond au programme, ça joue puisqu'on aura des projets différents, hein, c'est sûr. Avec des matériaux différents aussi, parce que les matériaux importants aussi hein, dans le choix. C'est impossible que les 4 projets qui se ressemblent. Dans un contexte comme le vôtre, parfois il y en a 2 qui sont un peu de la même famille, ça arrive souvent, mais vous verrez qu'il y aura des parties, et c'est justement là le plaisir d'un concours, c'est que, et que le choix, c'est important, c'est d'essayer de voir des architectes qui ne se ressemblent pas,
qui, au travers des images et des documents qu'ils ont transmis pour être retenus, je prends un exemple, si on prenait tout, peut-être que ce sera le cas, mais je ne sais rien, mais 4 architectes qui font que de la structure bois en permanence, effectivement, on a une chance, malgré tout, d'avoir beaucoup de similitudes. Donc voilà, il y a plein de critères dans le choix. Hein, la dimension urbanistique, l'expérience de ce type d'équipement, la dimension environnementale, parce que voilà aussi, c'est faire des projets. Ce qui dit petite enfance dit aussi le choix de matériaux sains, de taux de renouvellement de clair, tout le monde ne le maîtrise pas de la même manière. Voilà. Donc tout ça amènera des réponses. Je n'ai aucun doute d'embarras du choix. Dans le programme, le cahier des charges, c'est surtout fonctionnel pour l'organisation de la répartition des pièces, mais il n'y a pas de consigne d'esthétique. On ne demande pas, par exemple, d'avoir un bâtiment en pierre ou d'avoir un bâtiment en bois. Il n'y a pas du tout cet aspect-là. Ça va être en fonction de ce qui est proposé. Ce sera là où on va retenir l'esthétique. Alors, oui et non. Alors, oui, c'est d'abord un programme qui est surtout fonctionnel, technique et environnemental. On conditionnne, pas nous, mais c'est un petit peu l'habitude des concours, que l'architecture, c'est ce qui est la réponse, et c'est le métier, d'ailleurs, c'est le métier auquel sont formés les architectes dans l'équipe. Donc voilà. Mais il est vrai qu'ils vont nous montrer des images d'architecture, et que là, c'est là le rôle du jury, dans sa diversité, hein, de dire, voilà ce qui correspond. Alors, on a quand même donné un certain nombre d'indications dans le programme, notamment, là, plus que d'architecture, notamment sur l'aspect, c'est pas qu'un programme d'architecture, c'est un aménagement d'un bout de ville. Donc, il y a une dimension paysagère, urbanistique qui est aussi importante que l'architecture. Ça a été dit, ça a été écrit. Après, ben, évidemment... Mais par contre, c'est des orientations. Oui. Pour répondre à la question précise, il n'y a jamais un endroit où on a dit il faut que ce soit de la pierre, il faut que ce soit du bois. C'est plus des orientations qui ont été données de façon générale sur l'ensemble, aussi bien la construction que la réhabilitation. Et pour revenir à votre question, en fait, si le cahier des charges a été très précis dans l'organisation, on peut imaginer que tout le monde le respecte, en tout cas les 4 qui sont retenus. Du coup, s'ils respectent tous l'organisation de dire, comme attention, Laurent, attention. Le couchage, elle est autour des classes, toute cette organisation-là, si elle est respectée, la différence entre les projets, elle peut être visuelle. Attention, Cyril, parce qu'en fait, les 4 n'auront pas été retenus sur le respect du programme. Pour l'instant, les 4, ils sont retenus uniquement par rapport à comment ils sont organisés et ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont déjà fait. Donc en fait, c'est que les 4, il n'y a que les 4 qui répondront au programme. Donc en fait, le jury, il a quand même intérêt à bien vérifier qu'ils respectent précisément le programme. Et après, effectivement, en fonction il y aura 4 projets sans doute très différents, et du coup, là, qui seront c'est l'aspect plus esthétique, à partir du moment où le fonctionnel fonctionne, on va dire. Vous savez, fonctionnel, à un moment donné, quand on parle d'une relation, parce que si on disait à tout le monde, on voudrait que tout soit à côté de tout, ça ne marche pas, c'est pas possible. Il y a des diversités de bâtiments, etc. Donc, on va parler parfois de contiguïté, parfois de relations visuelles dans le programme, parfois de relations aisées. Bon, malgré tout, même une contiguïté, on fait parler des bureaux, il peut être devant, il peut être derrière, ça pourrait même être au-dessus avec un escalier. Donc, après, la réponse peut être jugée différemment. Je vous rassure, je n'ai pas de doute qu'on aura des bonnes réponses fonctionnelles, mais elles seront diversifiées, il y en aura des plus ou moins bonnes, et il y aura des réponses architecturales. On a un sujet est-ce qu'ils vont vouloir créer une unité? Est-ce qu'ils vont vouloir au contraire créer des ruptures de forme? Je veux dire, c'est tout ce qu'on, on espère, au-delà peut-être d'une envie, mais voilà, ou d'une envie inconsciente. Sur le fonctionnel, j'ai un exemple précis. Dans le programme, pour l'école maternelle, il est dit, au début, notre souhait, dans les besoins, c'était que toutes les classes soient de plein pied. Mais sauf que dans le périmètre qu'on avait, en tout cas à l'étape où on en est aujourd'hui, peut-être dans la phase 2, ce sera possible de ramener les classes de maternelle dans le nouvel immeuble qui sera pour l'élémentaire. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'avait pas la superficie. Et du coup, on est resté quand même une fourchette un peu ouverte. Donc en fait, pour dire, il faut au moins, alors je ne sais plus ce qu'on a dit, 3 classes de plein pied
au moins 3 classes de plein pied. Et après, on dit sur un niveau ou sur 2 niveaux. Et après, c'est en fonction du projet des architectes où là, on pourra aussi peut-être que celui qui aura réussi à mettre le maximum de classes de plein pied, il aura un avantage sur les autres parce qu'il aura optimisé la surface. Peut-être qu'il aura fait son bâtiment en L, peut-être qu'il aura fait un bâtiment qui permette de répondre à cette exigence. Voilà. Il y a 2 philosophies dans un programme. Il y a la réponse au programme et il y a le respect du programme. Alors, bien sûr, en base, il faut quand même qu'il y ait le respect du programme, mais nous, on en a discuté dans le règlement, c'est la réponse au programme. Parce qu'on pense quand même que derrière la complexité, la diversité de ces programmes, parce que c'est pas qu'un seul, c'est un programme il y aura des possibilités de propositions qui rentreront techniquement, financièrement, et voilà, il y aura des marges de manœuvre, mais qui seront à justifier. Il est 10 h, on va prendre une dernière question, et puis après, Ah, il y en a une autre. Donc, on va prendre les 2 dernières questions, et après, on arrêtera. Christian ? Par exemple, dans le cahier des charges, sur la circulation à l'intérieur du bâtiment, avec le Covid, il y a pas mal de problèmes, les cases ou pas qu'elles se croisent. Et j'ai vu qu'il y avait des projets, par exemple, où l'entrée dans les classes se faisait par l'extérieur, justement pour éviter. Est-ce que ce type de choses fait partie des éléments du cahier des charges? Alors, oui, mais je dis pas oui, mais non. Oui, mais là où je dis mais, en ce moment, je ne vous raconte pas ce qu'on nous demande à cause du Covid pour les écoles. À titre d'exemple. Je connais des communes, pas celle-ci, pas d'autres, mais pas leur nom, c'est pas leur objet, mais qui nous disent on a été passé par l'extérieur et on aimerait maintenant qu'on rentre par l'extérieur. Sauf que les charmantes personnes qui nous disent ça ont oublié quelque chose. C'est que quand vous voulez faire un bâtiment neuf qui est performant thermiquement et qui répond aux règles, alors là, il faut que vous ayez un sas. Vous ne pouvez pas avoir des portes qui ouvrent comme ça. Autrement, on n'aura pas de gestion thermique. Il s'avère que ce qu'on appelle un sas, ça peut s'appeler une circulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous mettez des sas dans toutes les salles de cours, plus je prends l'exemple parce qu'il m'a fait sourire, en remettant le porte-manteau, etc., on est en train de se mettre un mur, une circulation devant la cour. Techniquement, c'est là où, à un moment donné, on peut. Alors, par contre, oui, il est prévu qu'il y ait des flux qui soient qui ait un problème d'entrée et de sortie qui soit réfléchi. Parce qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est l'entrée et la sortie, et si possible, éviter les retours en arrière. Ça, c'est les flux à l'intérieur, mais par contre, pour répondre précisément à la question, toutes les classes n'auront pas une sortie à l'extérieur. Non, parce que de fait, selon qu'elles soient en rez-de-chaussée ou en rez-de-chaussée, il y a des limites, qui sont liées aussi à sa capacité. Un terrain neuf de 2 hectares, on aurait. On va prendre la question. J'ai une question concernant la phase travaux, mais. Par le fort. La question, c'est l'impact en termes de nuisance sur l'école existante pourra-t-elle être prise en compte du coup, dans la sélection des candidats? Alors, il y a une donnée de programme. Alors, non, il ne faut pas se leurrer. On l'a dit à tout le monde, et ce sera un mensonge. Il n'y a pas de travaux sans des nuisances. Second point, il y a des bonnes pratiques qui sont exigées aujourd'hui, notamment au travers de la démarche environnementale, pas que, mais néanmoins, qui sont ce qu'on appelle les chantiers propres. Donc, il y a des mesures, voilà. Après, il y a la réalité. Et là aussi, ça fait partie des éléments d'appréciation des projets lors d'analyse qui sont plus faciles à phaser que d'autres. Et là, derrière le phasage, c'est comment s'organise le chantier. Voilà. Et puis, dernier point, quand il y aura un lauréat, bien évidemment, on dit d'équipe pédagogique, mais pas que, il y a aussi des médiathèques, etc. Ces plans seront retravaillés avec eux, et le phasage sera retravaillé avec eux. Et ce que je dis toujours, si on a compris pourquoi les choses se faisaient, on a un petit peu plus de chances de les accepter qu'à l'inverse. Voilà, donc il y a tout un travail aussi. Le choix d'une équipe, c'est pas que des plans, c'est aussi de l'humain, de gérer tout ça. Voilà. Après, en début d'année, on a fait le tour de toutes les classes maternelles et élémentaires pour expliquer le projet aux parents. Et du coup, comme vous dites, en fait, il y aura des impacts. Il y aura forcément de la gêne et
Et le discours, c'est de dire, voilà, il va falloir souffrir un peu avant d'avoir quelque chose de bien. Et donc, bien sûr, on va adapter le mieux possible pendant les vacances. Et puis, il y a quand même, en termes de construction neuve, 2 pôles bien séparés. Donc, en fait, ça permet aussi de pouvoir travailler sur l'école maternelle, peut-être sans travailler, enfin, après, il faut voir dans l'enchaînement des travaux, mais en tout cas, tous les travaux ne sont pas concentrés au même endroit. On a quand même mis derrière cette question, car c'est une vraie question qu'on s'est posée. Encore une fois, il y aura toujours du bruit, à un moment donné. Mais plutôt ce qu'on appelle la filière sèche. Bon, les filières sèches, ça veut dire du préconstruit. Ça peut être du béton, ça peut être du bois, ça peut être du mixte. Mais l'avantage énorme, c'est qu'à un moment donné, on vous prépare le terrain et on peut monter une structure en 15 jours sans aucun problème. Voilà. Donc, et bien évidemment, je pense à l'exemple de la partie qui serait reconstruite au-dessus de l'école élémentaire, le Tasfora. Bien sûr, le bâtiment a été pensé pour avoir un état, puisqu'il l'a aujourd'hui. Donc, normalement, structurellement, a priori, sauf erreur, mais a priori, il n'a pas bougé depuis, il l'accepte. Mais ce sera toujours plus simple de mettre un bâtiment plus léger et sur ces modes structurels. Donc voilà, c'est ce type de réponse. Mais là aussi, il y a des équipes qui le sentent mieux et ce qu'on appelle la filière sèche préconstruite, on fait des jolies choses, mais c'est moins fun qu'un bâtiment, on se fait des modèles nature partout. C'est un petit peu, je suis désolé, hein, mais c'est une architecture qui est un petit peu plus sobre. Après, elle est moins chère, mais elle est un petit peu moins, elle peut être jolie, hein, mais voilà, elle est moins fun. Après, les personnes qui posent ces questions-là, c'est des questions légitimes et qui ont un petit historique quand même, puisque en fait, ils ont subi, entre guillemets, tous les travaux qui ont été réalisés dernièrement ici, et notamment ce bâtiment-là, puisqu'il est construit sur l'école. Donc, il y a eu des vrais... tout ce que vous dites là, il a fallu aussi les mettre en œuvre pour la construction de la mairie, plus après la construction des abords, et notamment de l'immeuble. Donc, en fait, la question qu'il y a derrière aussi, c'est que ça va encore faire de la gêne et ça va encore durer un peu. Donc là, il faut effectivement faire preuve de patience pour avoir un équipement adapté, puisque en fait, par rapport aux travaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc lancement des travaux sont prévus à l'été 2023. Ça veut dire, et on prévoit 2 ans de travaux. Ça veut dire que en fait, l'objectif est d'avoir la fin des travaux pour la rentrée 2025. Sachant qu'à la rentrée 2025, il n'est pas du tout évident que la crèche soit installée. Mais bon, la crèche, c'est des travaux à l'intérieur, puisque en fait, pour que les travaux de la crèche puissent se réaliser, il faut que l'école maternelle ait déménagé. Donc la crèche sera décalée légèrement. Après, plus on donnera de contraintes aux entreprises, plus elles seront chères. C'est tout cet arbitrage d'être... je dirais tout ça doit être mis autour d'une vraie table. Voilà. À un moment donné, il faudra que la maîtrise d'œuvre vaille vraiment revoir tout le monde. Et on sait très bien que quand on sait pourquoi on fait les choses, dans quelles conditions, et que tout le monde a pris. Voilà, après, on aime. Un chantier qui ne fait que pendant les vacances, c'est un chantier qui met 20 ans. Voilà. Ok, on va... Parce que vous avez vu que M. Ingold est très bavard. On va en rester là. Merci en tout cas de votre participation. Merci aux personnes qui sont derrière leur écran. J'espère qu'ils ont pu, même s'ils n'ont pas réagi beaucoup par des questions, qu'ils ont pu suivre correctement cette réunion. Et de toute façon, vous pouvez tous la revoir puisque d'ici quelques jours, on la mettra en ligne sur le site de la commune. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée, bonne fin d'année.